Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo qui m'a été demandée plusieurs fois sur Instagram. C'est le récit de mon accident de moto. On va essayer de la faire très courte et dans tous les cas je vais la faire très factuelle. Alors pour vous expliquer le contexte, c'était en août 2019. Je rentrais d'une assez longue balade, j'étais partie dans le Tarn ce jour-là. Et j'étais sur la commune où je travaillais et où je vivais à l'époque. Je sortais d'un rond-point, je m'engageais dans une rue. Au bout de cette rue, il y a un cédé de passage, c'est un carrefour en fait en T. Voilà, donc je m'engage dans cette rue. Environ au milieu de la rue, je check mon rétro pour voir ce qui se passe derrière. Je vois qu'une voiture s'engage, mais à une distance tout à fait respectable. Et je m'arrête au cédé de passage pour laisser passer les deux voitures qui arrivaient. La personne qui était derrière moi ne me voit pas. J'étais au milieu de la route, mais ok. Elle me rentre dedans. Donc je me suis retrouvée projetée sur le capot avec la moto sur les jambes. Enfin, vous voyez. Et comme le mec ne s'est pas arrêté, eh bien j'ai été reprojetée sur la chaussée où j'allais m'engager, avec la moto sur la jambe. Pendant l'impact, j'ai pris la voiture dans la hanche, j'ai eu un coup du lapin, mon coude a cogné sur le capot, et après par terre en fait, je suis partie en glissade et mon pied s'est retrouvé coincé sur le, je ne sais comment ça s'appelle, là où il y a le frein. Ça s'est replié en fait sur mon pied et voilà. Et j'ai eu pas mal de chance dans le sens où le guidon s'est tourné du bon côté quand je suis tombée sur la chaussée. Du coup la moto ne m'a pas écrasé la jambe, donc ça déjà c'est pas mal. Bon, je suis par terre au milieu de la route avec une moto coincée. J'avais mon portable en GPS sur le réservoir. J'ai pris une photo de la voiture qui m'avait percutée avec la plaque d'immatriculation, le modèle de la voiture et la tronche du conducteur au travers du pare-brise. Je pense que j'ai bien fait. J'ai réussi à m'extirper de sous la moto et pendant ce temps-là, le gars qui m'avait percuté se casse. Il est parti sur la jante puisque quand il m'a percuté, il s'est arraché le pneu, enfin ça a coupé le pneu. Vous savez, sur la roue arrière de ma moto, sur l'axe de la roue arrière, j'ai une espèce de tige de fer assez costaud qui sort de là. Le cache qui est dessus normalement avait sauté dans l'impact et donc ça a arraché le pneu avant droit de la voiture. Un motard s'arrête, m'aide avec la moto, me demande ce qui s'est passé. Il me dit à un moment qu'il veut partir à sa poursuite et tout. Bon là je lui dis que non en fait, mais qu'il fait ce qu'il veut. Bref voilà, ça s'arrête à peu près là. Quand j'étais par terre, aucune voiture ne s'est arrêtée, ce qui fait qu'on m'a contournée. Voilà, j'ai vu beaucoup de pneus, beaucoup de bas de caisse en fait quand j'étais par terre, mais personne ne s'arrête dans ces cas-là. Au niveau des blessures, je ne sens pas grand-chose et surtout je ne sens plus mon cou. Il faut appeler l'assurance pour la dépanneuse et surtout appeler les flics parce que le mec vient quand même de faire un délit de fuite. J'appelle l'assurance qui envoie une dépanneuse et j'appelle le commissariat qui était à 100-150 mètres maximum. J'étais dans la rue du commissariat en fait. Je tombe sur une nana, clairement je la fais chier. J'arrive quand même au bout d'un moment à lui donner la plaque d'immatriculation du véhicule qui m'a percuté. Donc là, bon, très sommairement, elle me dit que oui, ils vont essayer de voir s'ils arrivent à le localiser à la caméra aux caméras de surveillance, puisque il y a des caméras partout dans ce putain de bled, sauf là où j'ai eu l'accident. Voilà, en plus de ne pas avoir de témoins, mais les témoins, nous y reviendrons, c'est un point très très important. Je lui demande s'ils vont intervenir, s'ils vont venir ou pas. Bon, elle n'a pas l'air du tout motivée pour venir, elle me demande quand même si j'ai des blessures. Bon, au final, elle en conclut que ça va très bien, donc ils ne vont pas se déplacer et ils n'envoient pas les pompiers. Si j'ai un conseil à vous donner, c'est que si vous avez un accident de moto, même si vous avez un ongle cassé, demandez les pompiers. La dépanneuse arrive, qui est une dépanneuse pour voiture. Le mec, le dépanneur, n'a pas du tout, et il me le dit expressément, je ne sais pas du tout conduire une moto. Je ne vais pas pouvoir vous aider pour la monter sur la dépanneuse. Et là, toi, va-t'en monter une moto qui n'a plus de frein sur une dépanneuse. Au niveau des dégâts de la moto,
le guidon était plié, le levier de frein avant était cassé, j'ai un ou deux rétros qui se sont fait la malle dans... un ou deux clignots, pardon, qui se sont fait la malle dans l'aventure, des rétros qui n'étaient plus vraiment au bon endroit, des rayures sur tout un côté puisque je suis partie en glissade, donc voilà, tout le côté droit était rayé et le côté gauche était pété. Il y avait un truc en plastoc là qui était pété, enfin bon bref, c'était un peu le carnage. Donc il a fallu monter la moto là-dessus. Bien sûr, le gars ne savait pas sangler une moto. Je remercie toutes les personnes qui ont été d'une grande aide sur ce coup pour m'avoir appris à sangler une moto, pour m'aider à monter cette foutue moto sur la dépanneuse. Voilà, et je vois ma moto partir sur la dépanneuse. Alors c'était déjà assez choquant de l'avoir par terre, c'est assez choquant aussi de l'avoir partir sur une dépanneuse. Mais l'accident a eu lieu en fin d'après-midi, j'allais bosser. On arrive au commissariat vers, je sais pas, 19h, 19h30. Alors, il y a marqué commissariat sur la chose, mais bon, ce n'est pas ouvert H24 comme un vrai commissariat. Du coup, il a fallu sonner, donc quelqu'un arrive un peu excédé, j'ai dû déranger pendant l'apéro. Je vous dis les choses telles qu'elles se sont passées, vraiment, je ne surinterprète pas les événements, c'est vraiment ce qui s'est produit. Donc le mec me demande pourquoi je suis là. Écoute, j'avais envie de prendre le thé, mec, voyons, pourquoi tu crois que je vais au commissariat? Donc j'explique. Ah oui, d'accord, bon, tu vois, le mec il galère un peu, il te reçoit, mais ça le fait chier. Surtout qu'il m'avait dit, mais ça, il faut voir avec votre assurance. Mais connard, en fait, je ne vois pas en quoi l'assurance va faire quelque chose sur un délit de fuite. Il prend ma plainte, il regarde la photo, bon, voilà. Il a un gros micmac dans le commissariat puisque il me fallait une convocation pour aller à la médecine légale pour faire l'expertise des blessures. Donc là, le mec savait pas qu'en fait, il devait faire le papier lui-même. C'est sa collègue qui lui a dit que bon, il n'a pas lu le mail. Un sketch. Le mec, il sait même pas ce qu'il fait ici, il connaît pas son job en fait. Autre chose, vous êtes une passoire. Au bout d'une heure et demie, parce que ça a été une vraie curée, je sors et je rentre chez moi. Je fais suivre aussi la plainte qu'il m'avait restituée, je fais suivre la plainte à mon assurance. Et là, je passe un très sale week-end, hein, puisque là, le coup, ça fait très mal. J'ai un genou qui est complètement parti en vrille. J'ai pris la voiture dans la hanche, donc mes la hanche, ça allège avec un bleu, on va dire. Pourtant, le choc a eu lieu là, mais je sais pas, je devais avoir une couche de gras assez sympa, en tout cas qui m'a évité le pire. J'ai très mal à la tête à cause des cervicales. Qu'est-ce qui se passe encore? J'ai un pied qui va pas bien, bon bref, ça va pas. Le lundi, je vais voir ma toubib qui fait un petit peu le tour de tout ce qu'il y a eu, qui m'écoute, voilà, qui écoute avec grande attention ce que je lui dis. Je le dis parce que ça arrivera très rarement dans cette histoire que je sois vraiment écoutée par quelqu'un. Je vais faire des radios et ce qui ressort de tout ça, c'est qu'une entorse au pied, une entorse au genou, rien au coude. Heureusement, j'étais parfaitement équipée, hein, donc voilà, rien eu de particulier. Par contre, une inversion de la courbure cervicale assez sévère. Donc je sais que les gens ont tendance à dire que l'inversion de la courbure cervicale n'est pas grave en soi. Et en fait, oui, effectivement, vous n'allez pas en mourir, donc on peut considérer que ce n'est pas grave. Par contre, le degré d'emmerdement de cette blessure est astronomique. Nous sommes en 2021. J'ai toujours quasiment autant de douleurs. Je passe pas une semaine, je passe pas 2 jours sans souffrir. Voilà, je vais dire les choses honnêtement. Même si je ne le dis pas au quotidien que j'ai mal, oui, j'ai mal. Quoi que je fasse, j'ai mal. Soit j'ai une migraine, soit j'ai mal au cervical, soit j'ai des fourmillements dans les doigts, soit j'ai des vertiges. Ce qui est quand même assez compliqué à vivre au quotidien. Donc l'inversion de courbure cervicale, parlons-en. Bref, je passe ma journée, je fais mes radios, je retourne bosser parce que non, je ne m'arrête pas de bosser, je fais partie des petites putes de l'État, hein, je suis voilà, chef d'entreprise, PME, libérale, je vais appeler ça comme vous voulez, mais nous si on ne va pas bosser, en fait, voilà, chez les gens lambda, les salariés, en fait, vous avez 3 petits jours de carence et tout va bien. Nous, c'est 3 mois de carence, donc forcément, c'est pas la même, il faut quand même aller bosser. Je bosse dans la douleur, hein. J'ai toutes les 2 minutes l'impression que ma colonne vertébrale est en train de faire un 360, qui est une sensation assez épique. Le lendemain matin, vu que je continue à bosser et que je ne peux pas prendre des journées pour aller faire des trucs à droite à gauche, 5h du matin je me réveille pour aller à la médecine légale et dans l'espoir évidemment de passer très rapidement. Médecine légale est encore une aventure
une aventure qu'on n'est pas obligé de vivre dans sa vie en fait, parce que c'était vraiment naze. Naze et complètement what the fuck. Par chance, j'arrive dans les premiers, je crois que j'arrive la deuxième, donc je passerai en deuxième. Et heureusement parce que je me retrouve dans une salle d'attente avec les trois quarts des gens mais qui schlinguent. Je sais pas d'où sortaient ces gens, mais c'est pas possible qu'à 7h du matin en fait, vous puissiez puer de cette façon. Clairement, ça fait des semaines que vous ne vous êtes pas lavé. Je repense à Monsieur Mélenchon qui disait lors du dernier débat qu'aucun Français ne pouvait avoir l'eau coupée. Eh bien, je ne sais pas si c'est vrai. En tout cas, il y a une farouche intention de ne pas se laver, de ne surtout pas mettre de déo dans certains foyers. Voilà. Où même les enfants peuvent puer, mais un truc assez exceptionnel. Une secrétaire m'appelle, je vous vois venir, les gens qui me connaissent. Non, je n'ai pas épinglé la secrétaire médicale, je déteste les secrétaires médicales. Je ne sais pas pourquoi je vous ai en horreur, je ne sais pas si parmi vous il y a des secrétaires médicales, mais c'est comme ça, je vous déteste et ça ne changera pas. Je ne vous connais pas, je n'ai pas envie de vous connaître, c'est comme ça. On n'ira pas plus loin sur le sujet de la secrétaire médicale. La secrétaire me demande qu'est-ce que je fais là, donc je suis obligée de lui raconter tout le périple, tout le truc. Ok, perte de temps maximale, tu pouvais lire le dossier, mais je ne suis pas désagréable avec elle. Je retourne m'asseoir dans une autre salle d'attente où là une personne vient me chercher, une dame. On s'installe à un bureau, je suis dans une salle d'examen, elle me demande elle me demande encore de raconter, donc ça fait jamais que 20 fois que je raconte mon putain d'accident, ce qui devient un peu pénible, surtout que tout est écrit, et je ne pourrais pas mieux le raconter que ce qui est écrit, mais bon. Là je lui fais l'étendue des blessures, une entorse à la cheville, oh mais c'est pas grave, ça va passer, très bien, merci. Une entorse au genou, ah mais ça va passer, c'est pas grave. Ok, en fait, meuf, j'ai plus ma mère, mais je sais que mes blessures, ça va passer. Hein. J'ai pas besoin de quelqu'un pour me le dire. Je sais pas si tu fais ça parce que tu es bienveillante ou parce que tu ne sais pas quoi dire, mais à la limite, ferme ta gueule parce que je vais te péter les dents. Je suis sous pression, j'ai très mal à ce moment-là. Et je me suis réveillée le matin, et comme chacun sait, je déteste me réveiller le matin, je ne peux pas me réveiller le matin, là si je le fais c'est vraiment parce que je suis très très obligée, mais je déteste ça. Je lui dis que j'ai un bleu sur la hanche, donc là ça ne déconne plus, elle me sort le mètre, baisse le pantalon, et là passe à peu près 2 longues minutes à mesurer mon bleu. Elle range son mètre, oh mais c'est pas grave, ça va passer. Elle manque vraiment se prendre des gifles. Vraiment, j'ai envie. Souvent, ça m'est venu à l'esprit. J'étais très énervée et j'étais dans la douleur. Hein, donc, j'ai eu envie de prendre sa tête et de lui exploser les dents, en fait, et de repeindre les murs avec son sang. Ça ne se dit pas, mais c'est le... Voilà, je suis honnête dans cette vidéo, c'est l'envie que j'ai eue. Et pour finir, je lui dis j'ai une inversion de la courbure cervicale parce que j'avais une minerve énorme. Elle fait elle demande à voir. Je lui lève mes cheveux, elle décroche la minerve, elle touche, espérant se voir sortir je ne sais quoi, mais pourquoi pas, elle touche. Mais elle touche vraiment sans appui ou quoi, elle touche. Je ne sais pas à quoi ça sert. Elle remet la minerve, elle fait bon bah c'est pas grave, ça va passer, je vais te buter. Je vais te buter. Là il y a un mec qui rentre dans le bureau, en chemise hawaïenne. I should have met you a long time ago, Dr. Jacoby, because right now I can take this. Il lit le papier, pour une fois qui me demande pas de raconter encore ce truc. Et là, très sérieusement, il me regarde et il me dit mais comment vous avez fait pour tomber et à gauche et à droite? Donc là, remettons les choses dans le contexte encore une fois. Je suis fatiguée, je suis sous pression depuis vendredi, je suis dans la douleur depuis vendredi. Donc là, une question con par-dessus. Je garde mon calme et très froidement je lui dis écoutez monsieur, je comprends pourquoi vous travaillez avec des cadavres, d'ailleurs je vous invite à y retourner tout de suite. Là, il regarde sa secrétaire et puis j'ai eu l'impression qu'il tirait à la courte paille les jours d'ITT. Concrètement, je ne courais pas après les jours d'ITT, d'ailleurs je ne les ai pas faits, en toute honnêteté, puisque de toute manière je ne peux pas m'arrêter de travailler. Les charges sont telles que s'arrêter de travailler déjà, t'as une grippe, t'es 2 jours au plumard, c'est une catastrophe, enfin une catastrophe, c'est pas une catastrophe mais vaut mieux pas. Mais voilà,
Et là, il regarde sa secrétaire, enfin, c'est pas sa secrétaire, en fait, c'était une infirmière, je sais plus comment j'ai dit. Et puis il fait, bon, qu'est-ce qu'on met, tant de jours d'ITT? Je me souviens plus du nombre de jours d'ITT que j'ai. Et puis là, la meuf, ah, mais oui, on a qu'à mettre ça, ouais. Allez, on va mettre ça. Mais, ouais, les mecs, ils tirent à la courte paille mes jours d'ITT. Ils gardent leur papier, parce que normalement, ça devait partir au parquet. Le parquet n'a jamais eu vent de cette affaire, hein, honnêtement. Voilà. Après, je retourne bosser avec ma minerve, mes patients, et pas mes antidouleurs que je ne prends pas parce que ça me défonce la gueule. Je n'aime pas du tout ces trucs-là, surtout que ça ne sert pas à grand-chose en soi. Et là, j'ai l'assurance qui m'appelle dans la journée pour je ne sais plus trop quoi. Donc, je leur avais communiqué toutes les informations, photo du mec avec la plaque et tout, la plainte, machin. Et là, la nana, je ne sais plus comment ça se goupille. Je lui réexplique les circonstances et tout, donc elle me dit que bon, bah, ils vont faire le nécessaire pour retrouver ce conducteur, mais je la sens pas impliquée, quoi. Et j'ai compris par la suite pourquoi. Et puis elle fait non mais attendez madame, vous ne comprenez pas tout. Ok, il s'est passé ce qui s'est passé, mais bon, vous avez très bien pu tomber toute seule et prendre la photo d'une voiture qui passait par là, qui n'a rien fait. 2, 1, and lift off. C'est moi la victime, et là, en fait, on m'accuse d'escroquerie, clairement. La meuf qui m'accuse d'escroquerie, mais qui me dit quand même que bon, voilà, ils vont retrouver la personne, se mettre en rapport avec son assurance et faire le constat. On va lui envoyer un courrier à ce monsieur, mais s'il a envie de ne pas répondre, il ne répond pas. Ah bon, première nouvelle. Mais écoutez, peut-être que ça peut vous être utile, ce genre d'information, si vous êtes un escroc ou aussi... Voilà. Je commence à vraiment m'énerver. Je suis victime d'un accident de la route. Je n'ai rien demandé, je n'étais pas en tort, j'étais bien placée, je faisais ce que j'avais à faire. On est en train de me la faire à l'envers. Je me mets en relation avec un avocat spécialiste du droit routier parce que je sentais que ça puait un peu. L'avocat me reçoit très rapidement puisque le lendemain j'avais rendez-vous. Il épluche la plainte. Je me suis sentie très écoutée par cette personne. En même temps, à 150 € les 20 minutes, ils ont plutôt intérêt à être attentifs. Et encore une fois, je le dis parce que je n'ai pas été très souvent entendue dans cette histoire. Et là, il épluche la plainte et il me dit, mais en fait, il n'y a pas marqué que c'est un délit de fuite. D'accord, donc j'ai vraiment dû déranger les flics ce soir-là alors qu'ils étaient en plein apéro saucisson, quoi. C'est pas possible, tu dis que tu viens les voir pour un délit de fuite, le mec ne marque pas que c'est un délit de fuite. Je l'ai pas dit avant, mais effectivement, le flic a rechigné, je pensais qu'il l'avait mis, mais sur le moment j'avais tellement mal, je n'ai pas relu la plainte. Il a dit, il fait oui, mais puisque le conducteur a marqué un temps d'arrêt, ce n'est pas un délit de fuite. Sauf que, mec, en fait, on était à un carrefour, il allait pas... se lancer dans une rue blindée, et évidemment qu'il s'est arrêté pour attendre que les voitures passent et repartir. Voilà, mais a priori, si vous marquez, peut-être que je vous donne une fausse information, hein, attention, hein, mais en tout cas c'est ce qu'on m'a dit, s'il y a un temps d'arrêt, il n'y a pas délit de fuite. Donc c'est bien, vous pouvez provoquer un accident, a priori, et marquer un temps d'arrêt, freiner, et puis repartir, vous n'êtes pas en délit de fuite. Mais après, prenez cette information vraiment pas au pied de la lettre parce que selon mon avocat quand même c'était délit de fuite et non-assistance à personne en danger. Je lui demande quoi faire, il me dit faut repartir au commissariat, il faut qu'il fasse un avenant, ou je sais plus comment il a appelé ça, il faut qu'il fasse un avenant à cette plainte pour qu'il y ait le délit de fuite. Du coup je comprenais un peu mieux la réaction de mon assurance, même si franchement c'était une grosse pute que j'ai eu au téléphone et qu'ils n'ont pas à sortir des trucs comme ça. Peut-être qu'il y a des escrocs, peut-être qu'il y a des escroqueries à l'assurance tous les jours, mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Et jusqu'à preuve du contraire, les gens sont innocents. Alors le soir, mais j'appelle le commissariat central. Pourquoi j'appelle le commissariat central? Je n'en sais rien du tout. Pourquoi eux et pas un autre? Mais toujours est-il que j'appelle le commissariat central, je tombe sur une personne très aimable au demeurant. Là, je lui explique mon cas, et là il me dit, mais vous avez porté plainte où? Je lui donne le nom de la ville que nous tairons pour éviter toute emmerde. Je sens un malaise au téléphone, il fait d'accord, pas de souci, venez chez nous, on va mettre le complément à la plainte. Je fais ah ouais mais bon, aller là-bas c'est quand même pas à côté, même si c'est pas 20 000 bornes, mais c'est quand même pas à côté. Mais il fait si, venez chez nous. Bon, je trouve un peu bizarre qu'en fait le mec me dise d'aller là-bas, donc je lui dis mais pourquoi j'irai chez vous? Il fait écoutez, ne cherchez pas à savoir, venez chez nous. Je fais non mais écoutez monsieur, c'est un peu bizarre tout ça, vous comprendrez, expliquez-moi au moins. Puis écoutez, je peux rien vous dire,
allez n'importe où, mais n'allez pas là où vous êtes allé. Je fais bon bah ok, dans ce cas je vais venir chez vous. Donc il m'explique de venir plus tôt vers 5h, 5h30 parce que c'est une heure un peu creuse où les poivreaux sont sortis de cellules de dégrisement, où il n'y a pas encore l'afflux des gens qui viennent porter plainte. Donc le lendemain, rebelote, puisque je continue à bosser, donc de toute façon ça m'arrangeait très bien que ce soit 5h du mat à part qu'il faut encore que je me lève. Pourquoi c'est gênant de se lever? Parce que quand vous avez une inversion de courbure cervicale, c'est très compliqué. Les gestes au quotidien sont très très compliqués. Tout est compliqué, tout fait mal, se préparer ça fait mal, se laver les cheveux ça fait mal, s'habiller ça fait mal, tout fait mal, bref. Donc je me pointe à 5h30 du matin au commissariat central, je passe à l'accueil m'annoncer, j'attends à l'endroit où on attend, une dame vient me chercher et je me retrouve dans un bureau en fait dans ce bureau qui n'est pas très très grand, avec une autre personne qui est entendue dans un bureau, dans juste le bureau d'à côté. Mais c'est la même pièce. Donc le mec était un peu en stress a priori puisqu'il venait de manquer se prendre un coup de couteau dans le métro, ça doit être un peu chiant. Donc un peu agacé le gars. Donc la meuf s'assoit et commence à éplucher la plainte. Et elle me dit, elle fait mais pourquoi en quoi je peux vous aider quoi? Je dis en fait j'ai vu avec mon avocat, il y a eu un délit de fuite et ce n'est pas mentionné sur la plainte. J'arrive pas à me dégoûter aujourd'hui. Elle fait mais comment c'est possible? Je fais je n'en sais rien. Elle fait mais mes collègues ont pris la photo pour le dossier? Je fais pas du tout. D'accord. Est-ce que vous avez pu voir des gens en photo pour essayer de reconnaître s'il n'y avait pas le coupable dedans? Je fais pas du tout. Elle fait bon d'accord, on va tout faire, très bien. Et là le ton monte sur le bureau juste à côté. Donc ça commence à monter, l'autre flic essaye de calmer, c'était deux policiers qui étaient là. La policière essaye de lui faire fermer sa gueule parce qu'effectivement c'était un peu trop. Je comprends qu'il était ébranlé mais il faut se calmer un moment. Vous savez quoi comme blessure? Donc je lui explique et tout. Par contre j'ai une inversion de la courbure, ça me fait énormément souffrir. Elle me dit ah mais l'inversion de la courbure cervicale mais c'est de naissance c'est quelque chose, il faut vivre avec. En fait, oui, vous allez avoir mal, vous allez un peu dégueuler le matin de temps en temps, mais il faut s'y faire, il n'y a rien à faire pour ça. Je la laisse parler. Je prends mon portable qui était posé sur le bureau devant moi, juste pour regarder l'heure, et puis là, elle me fait « Vous posez le portable ». Très bien, madame, je vais poser le portable, aucun souci. Je repose le portable. Et ça pète à côté, ça pète quand même bien. Du coup, la policière qui était en train de m'écouter demande au mec d'à côté de se calmer. Et ça marche plus ou moins pas bien, mais on va dire que ça marche sur un temps. Bon, moi j'attendais sur ma chaise qu'elle fasse son truc sur l'ordinateur, je sais pas ce qu'elle foutait. Et puis, elle me regarde, elle sort le nez de son écran, et puis elle me dit « Mais c'est bizarre, depuis que je vous ai dit ça, je vous trouve un peu renfrogné. » Et là, bon, je capte qu'en fait, elle était en train de me provoquer. Alors, pourquoi? Comment? J'ai bien vu. Mais je précise que j'avais été parfaitement aimable, tout à fait factuelle, que j'avais obtempéré quand elle me disait de lâcher mon portable. Donc, je ne comprenais pas pourquoi cette attaque, là, d'un coup. Bon, après, c'est mon métier de faire un petit peu avec les personnalités difficiles. Donc, j'ai vu le truc arriver. Et là, je lui réponds que, très calmement, j'ai bien entendu ce qu'elle m'avait dit, que je prenais note, mais que voilà, je préférais qu'un médecin statue sur mon état et que là, je n'étais pas là pour ça. Je vois que c'est elle qui se pince un peu. En gros, je voulais juste lui faire comprendre qu'en fait, ça n'allait pas marcher dans ce sens-là et que chacun allait garder sa place parce que on allait partir dans quelque chose qui n'était pas utile. Ça commence vraiment à péter à côté. Elle se lève, elle me chope par les épaules, elle m'a fait très mal d'ailleurs, mais la peau, il fallait bien qu'elle fasse un truc, je ne lui mets rien dessus. Là vous allez sortir, je vais vous mettre dehors et vous ne bougez plus. Ok. Elle me sort du bureau, elle me pousse en fait, pas méchamment, Elle me pousse et elle m'assoit de manière assez forte, ça m'a encore fait très très mal, sur une chaise dans le hall. Et elle re-rentre, il y avait des portes battantes là. Là j'entends des bruits, mais un déménagement dans le bureau. Pas un bruit de bagarre. Concrètement, je n'ai pas entendu de bruit de coups ou quelque chose comme ça, mais un bruit de déménagement assez musclé, tu vois, assez tonique. Je suis dans le hall, je suis à deux doigts de me barrer parce que je trouve que tout est lunaire. Depuis le début, je ne sais pas sur quelle planète j'ai débarqué depuis le vendredi soir, mais
il y a un truc qui cloche. Personne dans le hall ne réagit à ce qui se passe derrière, alors que ça fait quand même un beau bordel. Hein. On sent que là, les meubles ils sont un peu molestés. Ont-ils l'habitude de ce genre de fait? Ont-ils l'habitude de déménager leur bureau en jetant les meubles tous les mercredis matins ou je ne sais plus quel jour on est? Je ne sais pas. Au bout d'un moment, je vois le mec qui est propulsé dans le hall, qui se remet, alors pas de traces de coup sur lui, hein, j'entends d'ici des réactionnaires, tout va bien. Il s'est juste fait sortir manu militari par 2 meufs qui avaient a priori bien besoin de se détendre. Donc il se remet, machin, il hurle qu'il a oublié sa sacoche. La policière qui m'entendait re-rentre, ressort et lui balance en fait, mais elle lui balance son truc. Je veux dire, c'était pas, elle visait pas sa tête ou quoi. Elle lui balance sa sacoche. Puis là, il râle, hein, forcément, vous n'avez pas le droit de faire ça, c'est inadmissible. Et là, bon, je suppose que c'est de l'humour de flic, la meuf lui répond, eh ben t'as qu'à porter plainte. Et elle re-rentre. Après, elle me reprend dans le bureau, et là, elle était beaucoup plus détendue. Alors, je sais pas si c'était le mec à côté qui l'a stressée ou quoi. Toujours est-il que je comprends qu'il y a des individus difficiles, mais sachez aussi qu'il y a des individus qui ont juste besoin de faire une démarche administrative au commissariat, qui ne sont pas là du tout pour vous en mettre plein la gueule. C'est bien de rester poli avec eux et de ne pas les provoquer non plus. C'est pas ce qui s'est passé à côté parce que le mec était vraiment virulent, mais là je parle pour moi où jamais de la vie je suis arrivée dans la défiance. Donc voilà, s'il y a quelques flics qui passent par là, essayez de garder en tête que on n'est pas tous là pour vous en foutre plein la gueule. N'adoptez pas une attitude qui pourrait nous donner envie de le faire parce que flic ou pas, vous restez humain. Moi, si quelqu'un me provoque dans la rue, ça va partir, qu'il soit flic ou pas en fait. Voilà, et tous les gens réagissent comme ça. C'était juste une aparté. La nana a fait très bien son job. J'ai pu reconnaître des gens, enfin reconnaître, j'ai reconnu personne puisque le mec était physiquement très particulier donc je pouvais pas le louper. Je ne reconnais personne sur les photos qu'elle me montre, elle prend la photo et voilà. Et après, bon, je lui demande quelques explications sur ce qui va se passer par la suite. Et là, elle me dit, elle fait, ben en fait, on va le convoquer. Vu que, voilà, elle, sur l'écran, elle savait déjà qui c'était. On va le convoquer et ben après, voilà. Je fais, d'accord. Elle fait, mais bon, après, s'il vient pas, on va pas aller chercher. Donc, en gros, tu peux commettre un délit. Et en fait ne pas être emmerdé du tout. Voilà, c'est ce que j'en ai tiré, c'est-à-dire que le mec a commis un délit de fuite, non-assistance à personne en danger, et au final, il va recevoir un petit courrier, mais s'il veut pas y aller, il n'y va pas. Pareil pour l'assurance, il va recevoir un petit courrier, mais s'il veut pas donner suite, il ne donnera pas suite. Donc en gros, à quel moment il se passe vraiment quelque chose? Ben jamais. Voilà. Mais bon, elle m'a dit, elle fait, mais quand même, voilà, on va garder espoir, il va peut-être venir. Oui, enfin bon, en même temps, si c'était juste pour une histoire d'espoir, je ne serais même pas là. En fait, je serais restée avec mon avocat qui aurait tout géré et puis au moins, je m'occupe de rien. D'ailleurs, c'est ce que j'aurais dû faire. Donc, je sors de là et je vais travailler. Cette entrefaite, je termine ma semaine et je suis en vacances. Donc, je pars en vacances pour la première fois depuis de longues années. J'avais réussi à prendre 15 jours de vacances, ce qui a l'air de rien pour certains, mais quand on est indépendant, c'est vraiment terrible de prendre 15 jours de vacances, si tu veux. Les vacances qui auraient dû être géniales, c'est-à-dire rando, plongée, machin, enfin, une galère. En plus, road trip, donc les cervicales en bagnole, laisse tomber. Mais bon, heureusement, j'avais de l'Advil et l'Advil a été mon meilleur ami. Je n'ai pas pu faire le tiers de ce que je voulais faire. J'étais pas en France, l'assurance m'appelle, c'est bon, on a retrouvé le gars, on lui a envoyé un courrier, on va prendre contact avec lui et voir ce qu'on peut faire. Ok, très bien. 2 minutes plus tard, je reçois un coup de fil. Bon, on a retrouvé le mec, mais en fait, son assurance, il n'est pas assuré. D'accord. Donc ça se passe comment? Eh bien, là, on ne sait pas comment ça se passe en fait. Recours quand il n'y a pas d'assurance, mais zéro. Très bien. La deuxième semaine de vacances, là, je suis harcelée par un mec qui me laisse un message, qui n'est autre que le mec qui m'a percuté en moto. Comment le mec a eu mes coordonnées, bizarrement, juste après que l'assurance ait pris contact avec lui. On ne dira rien. Donc là, c'est harcèlement multi-quotidien, on va dire, hein, puisqu'il m'appelle toutes les heures. Je ne décroche pas, parce que d'une, je suis en vacances, et que ça me fait chier. Il n'a pas à me contacter, en fait, parce que j'ai envoyé un mail avec mon journal d'appel, le message qu'il a laissé sur mon répondeur à la personne qui m'avait entendu au commissariat central, et elle m'a dit surtout vous ne décrochez pas.
vous n'avez pas à le voir en fait seul. Et bon, après je pense pas qu'il était dangereux si tu veux, mais bon, ok. Et jusqu'au moment où il appelle avec un autre numéro, c'était quand même mon portable professionnel, donc à un moment il faut que je décroche, surtout si c'est des patients qui m'appellent. Et là, forcément, voilà, c'était lui. Dès que j'ai entendu que c'était lui, j'ai mis le haut-parleur pour avoir des témoins de la conversation. La discussion a été lunaire. Donc déjà, le mec m'explique qu'en fait, ce n'était pas lui qui conduisait, mais un ami à lui. Mais ce n'est pas mon problème, en fait. Donc je lui dis, écoutez, mettez-vous en rapport, donnez-moi le nom de cet ami, on va changer la plainte, hein, voilà. Et puis il me dit, ouais, mais non, et là je le vois qui tourne, donc impossible de savoir le nom. Je fais, écoutez, vous avez reçu la convocation du commissariat, allez-y et donnez le nom de votre ami, et on n'en parle plus, en fait. Ah oui, mais non, bon, il chafouine beaucoup, en fait, pour en arriver au fait de il faut que vous retirez votre plainte en fait, moi j'ai une famille, j'ai des enfants, c'est pas possible. Je fais mais écoutez monsieur, quand j'étais sous une moto sur la chaussée et que vous veniez de me percuter ou votre véhicule, hein, vous êtes occupé de mes gosses et de ma famille? Bon, j'ai pas de gosses et j'ai pas de famille, mais c'est pas marqué sur ma gueule. Et c'est pas parce que j'en ai pas qu'en fait j'ai moins de valeur que les autres. Et là, gros silence. Oui, mais il faut retirer la plainte. Qu'est-ce qui va m'arriver si je vais au commissariat? Je fais, mais rien, monsieur. C'est pas vous, a priori, qui était dans le véhicule, donc vous, il va rien vous arriver. Vous donnez le nom de votre ami, et ça s'arrête là. Après, c'est même plus sur vous. Aucun problème. Oui, mais il faut retirer la plainte, truc. Voilà. Bon, il boucle là-dessus. À chaque fois, je lui dis que non, et qu'au final, tout va bien pour lui. Si c'est vraiment pas lui qui conduisait, il n'y a aucun problème. À part qu'il n'a pas d'assurance, mais ça, a priori, c'est pas un délit, donc j'en sais rien. À un moment, donc la discussion se tasse un peu, il commence à y avoir des blancs, ouais, c'est au moment où il faut raccrocher, hein, normalement, moi j'attendais qu'il finisse de boucler. Il fait, ah, de toute façon, ces Arabes, on peut pas leur faire confiance. Alors là, voilà, je comprends pas d'où ça sort, parce qu'à aucun moment il a été question d'Arabes dans l'histoire, surtout que lui est d'origine nord-africaine. Pourquoi il me sort? Je n'en ai... D'ailleurs, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, je vois pas du tout le rapport dans l'histoire. Il est déçu. Je sais pas, je le sens déçu. Je sais pas qu'est-ce qu'il attendait de... Parce qu'à aucun moment dans cette conversation, il a été question d'arabe ou je sais pas quoi. Hein. C'est lui qui a foutu ça sur le tapis. Bon. Et au final, je lui dis, écoutez, tenez-moi au courant si jamais. Et puis voilà. Oui, nana. Bon, le mec, pas content. Hein. Il raccroche, il a pas eu ce qu'il voulait, mais en même temps... vous n'avez pas le droit de demander à une personne de retirer sa plainte. Donc là, je me remets en contact avec la personne qui m'avait entendue, je lui explique ce qui s'est passé, elle me dit que non, justement c'est ce qu'elle craignait, il n'a pas à me dire de retirer ma plainte, l'avocat me dit pareil, donc elle ajoute tout ça au dossier, et voilà, ça s'arrête à peu près là. Et je repars au travail le lundi, et là, mon voisin d'en bas, qui est un commerçant que je connais bien, me dit, ah ben ça fait plaisir de te voir machin, il y avait un mec qui te cherchait il y a quelques jours. Je fais, un mec, il dit que tu l'accuses d'avoir eu un accident avec lui. Je la fais plus courte. Je fais, on va remettre les choses en place, je ne l'accuse pas, je constate en fait. Non, il y a vraiment eu un accident, donc je lui explique tout. Il fait, ah ouais d'accord, mais qu'est-ce qu'il fout chez toi et tout, enfin chez moi, sur mon lieu de travail. Je fais, je sais pas, a priori il a réussi à avoir toutes mes coordonnées, donc il est venu se pointer là. Donc déjà, c'était, même si j'avais pas peur de lui, sincèrement, je vois pas qu'est-ce qu'il a à foutre sur mon lieu de travail. Voilà, clairement, le mec un peu starbé quoi. J'ai demandé à mon voisin à quoi il ressemblait. Et en fait, il m'a clairement décrit la personne qui était au volant ce jour-là, qui avait des caractéristiques physiques qui étaient très marquantes et entre guillemets très très uniques, vraiment pas courantes. Donc en gros, le mec mentait bien quand il disait que c'était un pote à lui qui conduisait. Non, ça m'étonnerait que deux personnes aient ces mêmes particularités physiques. En fait, c'était un gros mytho. Le mec s'est quand même pointé, donc là, je donne cette information pareil à la policière qui me remercie tout ça, qui met encore dans le dossier. Je n'entends plus parler de cette histoire. La moto, je vais la chercher, en sachant que elle était réparée avant moi, mais j'ai quand même tenu à aller la chercher, même si je n'étais pas trop en état. Je sors de chez Kawa, ceux qui connaissent qui ça bouge vie et qui connaissent un petit peu comment ça se goupille.
Je tourne et je vais vers le premier rond-point et après je vais vers un feu qui est dans ce coin. Et je m'arrête et là, grosse montée d'angoisse. Mais j'en fais pas trop cas, je me dis, ça doit être l'émotion, ça y est, c'est les retrouvailles, c'est peut-être pas de l'angoisse, t'es peut-être juste contente. Je minimise le truc. Bon, je la laisse au garage et elle est toute neuve, toute réparée, toute belle, voilà, très très contente, au moins ça. Comme je vous le disais, je n'entends plus parler de personne pendant quand même quelques mois, jusqu'au jour où j'ai un coup de fil d'un policier, du central, qui me demande où ça en est. Mais c'est pas à moi de faire ton job. Je dis j'ai pas de nouvelles, voilà. Donc je lui explique un petit peu tout ça. Il fait ici non plus. Voilà. Le mec, on l'a convoqué, il s'est pas présenté, on va pas aller le chercher, voilà, ça s'arrête là. Et tu m'appelles pour me dire ça. À mon époque, pas si lointaine, quand on posait une plainte, quand ça passait devant le procureur à un moment donné, tu avais un courrier. Un courrier qui t'annonçait que soit ça allait plus loin, soit c'était classé sans suite. Là, j'ai eu 0 courrier. Cette plainte, s'il faut, n'a jamais quitté le bureau. Voilà. Mais quoi qu'il en soit, c'est fort probable, au final. Quand le flic m'a dit ça, je me suis dit, mais en fait, je suis trop une conne, moi. Et puis là, silence. Je dis, j'ai le permis depuis quelques décennies, le permis voiture. J'ai toujours payé une assurance. Il fait, ouais, mais il faut pas le prendre comme ça. Comprenez, si vous tuez quelqu'un, je fais, écoutez, on va pas se mytho. En tant d'années de permis de conduire, j'ai encore tué personne. Après, je sais pas, j'évite de tuer des gens quand même. Et oui, mais si vous provoquez un accident, mais a priori, monsieur, si vous provoquez un accident, vous faites un délit de fuite, vous arrêtez un petit peu et vous repartez, et vous n'êtes pas emmerdé, quoi. Si vous n'avez pas d'assurance, on ne vous retrouve pas. Si on vous demande d'aller au commissariat, vous n'y allez pas. Si votre assurance, une assurance quelconque vous emmerde parce que voilà, faut remplir un constat, mais vous ne répondez pas. Et en fait, tout va bien. En gros, les mecs n'ont rien fait. Voilà, ils n'ont rien fait et en plus, le mec s'en vante. Je vais être un peu méchante, mais c'est totalement dédié, c'est-à-dire que je ne vais pas mettre tout le monde dans le même panier, mais si vous ne voulez pas bosser, en fait, il faut l'assumer. Il faut rester chez vous, quel que soit votre corps de métier. Parce que les gens qui boulettisent les autres, que ce soit, là, je reprends les exemples, mais prendre une plainte à moitié ou ne rien faire d'une plainte qui a pris quand même 2 heures de temps à une collègue, je trouve ça un peu abusé. Je reste sur cette idée que si vous n'avez pas envie de bosser, quel que soit votre corps de métier, mais restez chez vous. L'État va vous biberonner parce que vous n'assumerez pas forcément. Voilà, c'est toute la communauté qui va assumer pour vous le fait que vous ne vouliez rien branler chez vous. Mais l'État va vous biberonner, mais au moins vous arrêterez de parasiter directement les autres. Voilà. Vous laisserez les gens, vos collègues faire ce qu'ils doivent faire leur boulot, et vous éviterez de faire perdre un temps colossal aux gens qui vont porter plainte en pensant que ça va faire quelque chose, parce que là pour le coup il y a vraiment quelque chose, pour finalement vous gargariser du fait que non, on n'a rien fait, le mec il est pas venu, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je sais pas ton job, mais pas de souci mec. C'est pas comme si c'était le secteur public et que c'était un petit peu tous les contribuables qui payaient ce que vous faites. Voilà, votre petit salaire, il sort pas du chapeau, Voilà. Et puis voilà. Donc, du coup, comment ça se solutionne quelque chose comme ça? Eh bien, tout simplement avec le fonds de garantie. Le fonds de garantie, parce qu'il faut bien payer les réparations de la moto, il faut bien payer cette espèce de dédommagement financier qu'on reçoit après ça. Et mon dédommagement financier, qui était quand même sympa, les réparations de ma moto, qui étaient quand même... Cet argent, en fait, c'est toute la France qui a payé pour un connard qui n'était pas assuré, qui fait des délits de fuite et qui provoque des accidents. Ce n'est pas dans l'ordre, mais l'idée y est. Donc, c'est pour ça que ça m'agace. C'est que c'est un peu trop facile, en fait, de faire trinquer tout le monde, même si c'est infime. Le problème, c'est que je ne suis pas toute seule à avoir ce genre d'accident. Et le problème, c'est que ça se passe souvent comme ça. Donc, je veux dire, l'argent public, pour moi, on ne devrait pas l'employer de cette façon. Ni à payer des gens qui veulent rien branler, ni à payer pour des connards, en fait, qui font de la merde.
Voilà. Et ça me fout en boule. Alors c'est pas pour ça que je me suis délestée des thunes qu'on m'a filées et que j'ai craché sur les réparations de la moto, hein, pas du tout. Hein. Après tout, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, si ça se passe comme ça, j'aurais préféré que ça parte en justice et que la bonne personne paye pour ce qu'elle a fait. Mais si à un moment les gens font pas leur job, moi je vais pas pouvoir aller chercher Monsieur Connard pour le ramener au commissariat en fait. Hein. Ça me fout clairement en boule. Ça a été une épreuve en fait, tout l'aspect juridique n'a pas duré expressément longtemps, ça a duré quelques semaines, un mois, aller à tout péter, pour attendre pour finalement ne rien avoir. Le mec aujourd'hui va bien, hein, j'espère que sa famille va bien aussi, hein, évidemment. Moi ça continue encore en fait. Alors il y a une phase où ça s'est terminé, puisque j'ai passé 1 an, et 1 an c'est long, 1 an à avoir peur en moto. Je ne pouvais pas prendre la moto en fait sans avoir une trouille monstrueuse. Ça a été un combat et ça a été très désagréable. Dans le sens où vous aimez quelque chose et vous ne pouvez pas le faire. Alors vous êtes attiré, enfin j'étais toujours attirée par la moto et j'avais quand même envie d'en faire. Et dès que j'avais le cul dessus, dès que je me retrouvais sur une route, c'était horrible. Horrible, horrible. Bon, ça m'a appris beaucoup de choses, ma conduite a beaucoup évolué. Je dirais que même aujourd'hui je suis meilleure qu'avant. Mais voilà, ça a été quand même ça a été l'enfer. Les gens qui ont eu un accident avec un tiers peuvent capter. Je parle pas de la petite guindoulette là où je sais pas, vous perdez le contrôle et vous vous pétez la gueule, là vous êtes tout seul, mais en fait quand ça arrive, quand vous avez l'impression d'être en total contrôle de votre environnement, ce qui est totalement illusoire mais sur le moment c'est comme ça, et que d'un coup il y a quelqu'un qui rompt cette espèce de bulle de quiétude pour vous foutre par terre, ça fait un bon traumatisme. C'est que ouais, j'ai passé une longue période où je ne supportais pas qu'une bagnole m'approche. C'est affreux, même encore aujourd'hui. J'ai du mal, dès que j'en ai une derrière, et il y a beaucoup d'automobilistes qui collent au cul. Pourtant je me traîne pas en moto, mais justement, si encore j'étais à 30 à l'heure et que je me traînais la bite et que j'avais quelqu'un derrière, ça m'inquiète pas expressément. Mais par contre, comme je roule et que j'ai quelqu'un derrière, si je freine en fait, je me fais buter. En bagnole, je pense que les motards en fait ne font pas ça avec, quand ils sont en voiture par rapport aux motards, en tout cas je l'espère, mais s'il y a des automobilistes qui font ça, arrêtez-vous tout de suite. Déjà c'est hyper dangereux en bagnole, et je déteste faire des leçons de morale. C'est déjà hyper dangereux en bagnole, mais avec un motard devant, mais même un deux roues, n'importe quoi, hein. Mais vous lui laissez aucune chance de survivre en fait en faisant des choses comme ça. Donc s'il vous plaît, gardez vos putains de distances de sécurité. Le principal problème sur cette putain de route, il y en a deux, c'est pas la vitesse. Non, c'est le manque de distance de sécurité, clairement, puisque les gens ne respectent rien, et en tout cas ne savent pas adapter leur allure à la distance sécurité ou la distance sécurité par rapport à l'allure. Et ensuite, les putains de portables au volant. Parce que tu vas pas me faire croire que moi, le mec, il m'a pas vu alors que j'étais au milieu de la route, s'il regardait devant lui, il m'a forcément vu. Donc, les putains de portables, mais franchement, on devrait vous sodomiser avec. J'ai passé une année vraiment très en stress et une année pas bien du tout en moto, pour autant on persévère. C'est pas facile, il y a même encore des jours où, voilà, puisque ta confiance en prend un coup, la confiance en les autres, moi j'en ai plus aucune, c'est simple, je ne veux pas qu'on m'approche sur la route, à part si vous êtes motard, puisque je sais que bon, voilà, c'est comme ça qu'on devient finalement très sectaire. En ce qui concerne les douleurs au cervical, les douleurs continuent, c'est-à-dire que je ne peux pas, au jour d'aujourd'hui, vivre ma vie comme avant. Non, parce que des fois je vais me lever le matin, j'ai le cou coincé. Quand c'est pas le cou, en général quand le cou se coince, ça me coince en bas, ça me coince toute la colonne vertébrale, ça va me coincer les lombaires, c'est complètement décalé. Je suis encore en kiné, mais le kiné en fait il fait que remettre en place et ça se redéplace automatiquement. Vous pouvez essayer de faire de la musculation, ça ne change rien, c'est juste que le muscle est un peu plus gros, il fait un peu plus mal en fait, une fois qu'il se recontracte. Donc je remercie cette personne de m'avoir bien pourri la vie. Elle s'en sort bien, voilà. J'espère que le karma, si ça existe, fera le reste. Franchement, une bonne petite sodomie à sec, avec du gravier et puis un petit peu d'acide sulfurique, je pense que ça pourrait lui faire un grand bien. Ouais, je souhaite du mal aux gens. C'est comme ça. Mais cette situation est assez ubuesque au final. Ce qui m'a joué à ma défaveur, c'est que souvent, très souvent, même chaque fois on m'a demandé « mais vous n'avez pas de témoin ?» Et je n'avais pas de témoin. Vous êtes sûr que vous n'avez vraiment pas de témoin? Je précise que c'est pas mon avocat qui m'a dit ça, mais je ne dirai pas qui c'est. Et je n'avais pas de témoin, mais ça m'a appris quelque chose, en plus de savoir que la justice était inopérante ou incompétente. Je suis en pleine conversation avec moi-même là-dessus. Ça m'a appris qu'il faut avoir des témoins. À partir d'aujourd'hui, je ne me déplace plus seule. J'ai une farandole de témoins. Je ne sais pas si ça pourrait changer quelque chose parce qu'au point de vérolage, oui c'est un néologisme,
Au point de vérolage de la justice aujourd'hui, je me dis que ça ne servira à rien, mais j'ai ma farandole de témoins qui me suit partout. D'ailleurs, vous aussi, vous avez une farandole de témoins qui vous suit partout. Et puis d'ailleurs, je fais moi-même partie de la farandole de témoins de mes amis. Sachez-le. Voilà, ça c'était le point. Ayez toujours des témoins. Allez aux urgences. Voilà, moi je ne l'ai pas fait parce que je suis traumatisée par rapport au milieu hospitalier depuis la maladie de ma mère, mais il faut que je travaille là-dessus et que, ouais, j'espère que ça ne m'arrivera plus jamais parce que ça a été trop une galère. Là, au moins l'aspect psy va mieux, mais par contre l'aspect physique, je n'en vois pas le bout. Donc je pense que j'ai tout résumé, je pense que je vous ai tout dit. Si j'ai choisi de ne pas aller plus loin avec l'avocat, c'est parce que j'en ai plein le cul, mais a priori, je peux toujours y retourner. C'est en cours de réflexion. Voilà, on va dire que j'ai peut-être pas dit mon dernier mot sur cette histoire et que s'il y a quelque chose à faire, je vais peut-être me laisser tenter à un moment donné. Voilà, voilà. Donc je vous fais des petits bisous, la prochaine fois je vous retrouverai certainement pour une vidéo, peut-être pas plus intéressante, mais je l'espère un peu plus rigolote, parce que là aujourd'hui c'était vraiment un sujet qui m'insupportait au plus haut point, mais voilà, c'est fait. Je vais vous souhaiter un très joyeux Noël, un bel Halloween parce que c'est bientôt, et puis un joyeux anniversaire et une bonne année. À très vite, bisous.